C'est comment les go, c'est comment les gars. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, je ne suis pas seul. De toute façon, vous voyez déjà la personne qui est avec moi. C'est un grand producteur, le plus grand producteur, l'un des plus grands producteurs de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Diamantais, Monsieur Diamond, Mister B. C'est comment, bébé? Ça va, on est là, tranquillement, posé, ça va. Ah, tranquille, Dieu merci. Et bon, pour vous dire, on a eu un petit retard. Donc, c'est la deuxième fois qu'on tourne la vidéo. La première fois, on avait fait. Malheureusement, il y a eu des petits soucis techniques. Ce n'est pas sorti. Donc, voilà. On a retourné. Donc, on va refaire ce qu'on a fait la première fois. On va commencer par le commencement. Le père, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'appelles comment? Tu es qui? Tu fais quoi dans la vie? Je suis Mister BI, on the beat, à l'état civil Stéphane BI d'Aguisso. Je suis producteur, artiste et directeur artistique aussi. Et en somme, c'est ça, hein. C'est ce pourquoi on me connaît, c'est ce pourquoi on connaît le Blaze. En tout cas, c'est aussi, moi pour moi, hein, ça c'est mon avis, c'est le roi des samples. Eh, Il a posé des classiques, surtout Yoruba Drill Act 3, le père, c'est que tu nous as pondu. Dès que c'est, toi-même t'as vu, il a pris le screen, il t'a envoyé direct, et dit, ouais, tu as respecté nos oreilles. Déjà même, avant de rentrer sur ta chronologie, l'inspiration, ça vient d'où? Genre, c'est Imra qui t'a donné déjà les directives. Ouais, c'est Imra. En fait, c'est Imra qui... La première partie du beat, c'est Imra qui avait déjà en tête. Il voulait déjà sampler ça. Donc, quand il m'a envoyé le truc, il m'a déjà envoyé le son. C'est le Lebede ou c'est Stéphane C'est Cessignon? Stéphane Cessignon. Ok. Il m'avait déjà envoyé ça. Même la promo même de ça, là, il avait fait les screens de nos conversations par rapport à ça, tu vois. C'était parti de lui, son idée. Après, j'ai voulu faire une deuxième partie dans le son parce que je trouvais que la partie que j'ai samplée là, ça faisait vraiment, tu vois, ça faisait vraiment Europe, Ouais. tu vois. Donc, et comme lui, il aime bien tout ce qui est un peu sombre et tout. Je trouve que ça collait, quoi. Donc, on a collé les deux parties, puis Donc, Drill Act 3. la deuxième partie, c'est, genre, ce n'est pas du tout un sample, c'est vraiment un son. Non, la deuxième partie, c'est un sample aussi, mais genre, j'ai rejoué par-dessus. Pour que... C'est le son de quel son? C'est le son de... Je pense, hein, si je me trompe pas. Le son de Zoropoto. Après, j'ai tellement de sons dans la tête, ça fait que j'oublie un peu les sons là, mais je pense que c'est le son de Zoropoto. Ça a vérifié. Parce que même le flow, bon, je sais pas, c'est la top line qu'il a utilisé, Jawara Kadhafi, genre, le truc, ça fait vraiment, Zoropo dans la ste. Ah, donc, ouais. Dans ma vidéo, je me suis pas trompé, c'était bien Stéphane Cessignon et Zoropoto. Ok, j'ai pas dit de bêtises. Du coup, on va revenir à la genèse. Comment tu as connu la musique et comment tu as commencé? J'ai commencé déjà en 2004 avec un groupe de rap à Angré. Bon, comme tout rappeur, on rappait sur les phases B. On partait enregistrer chez JC Karma. Gros big up à lui. J'ai appris les bases de tout ce qui est bossé en studio avec mes gars là. Et après, par la suite, en 2008, j'ai eu la version démo de FL Studio. C'est à partir de là que j'ai pu entamer un peu les prods, tu vois. Votre logiciel compliqué, là. C'est le logiciel le plus simple, frère. Et genre, à partir de là, j'ai commencé à bosser un peu seul ma musique, tout. Et c'est en 2015 par là que j'ai commencé à voir les premiers artistes avec qui bosser, quoi, tu vois, Hypercute, Fireman et tout, avant que de rencontrer Arafat et puis que tout s'enchaîne, quoi. Là. Ok, donc on va aller dans la première partie. Comment la collaboration se fait avec Hypercute, Fireman et vous fondez le groupe Ça va ensemble. Bah avec Hypercute, c'est simple, hein, genre de base on se connaissait pas avant. Moi je passais beaucoup mes instrus sur SoundCloud, tu vois. Donc lui vu que c'était un gars avide d'instrus, il se promenait et genre il est tombé sur mon profil SoundCloud et il a sur SoundCloud tu t'appelais comment? C'était de Blue Lion à l'époque. C'était mon ancien blast de beatmaker. T'as bien fait d'échanger. Hein. Il a vu les prods de l'époque là, qui étaient sur mon profil, et il a aimé une prod. Et genre, il voulait poser sur la prod en question. Donc j'ai dit, ok, moi c'était la première fois que quelqu'un s'intéressait à une de mes prods, genre, mais comme ça. Donc je lui ai donné le truc. En ce moment, il était en Inde encore. En Inde, il étudiait ingénierie de son.
et tout. Et genre, il devait ouvrir un studio en rentrant sur Abidjan. Donc, il m'avait dit quand il va ouvrir, on va bosser ensemble et tout et tout. Je dis ok. Il a pris la prod, l'a posé, il a fait le truc. Je sais plus s'il avait sorti le son. Et puis après, quand il est venu à Abidjan, on a commencé à taffer ensemble. Tu vois, lui en tant qu'ingé son, moi en tant que beatmaker. Lui-même, il faisait des prods avant. Et c'est dans ça là que j'ai croisé Fireman, puisqu'à cette époque-là, Fireman partait chez Hypercut pour terminer son album, sa mixtape Fire Teddy 1. C'est dans ça que moi je l'ai rencontré. C'est dans ça que j'ai placé quelques trucs aussi sur Fire Teddy 1. Ah, petite question. Quand Fireman, tu le croises, il était toujours avec son ancien groupe ou il était en solo? Non, il était en solo. Ah, parce que dans le freestyle qu'ils ont fait... Oh, j'ai oublié le freestyle. Non. Le freestyle qu'on a vu qui tournait à ce moment-là, où les gens, ils ont connu 8 Guns. Ah oui, où ils ont fait ça, ils avaient fait ça eux-mêmes. Je crois que je sais pas si c'est chez Shadow Chris. Non, c'était pas chez Shadow. Je vois le truc là. Non, il était déjà en solo. Hein. Il était déjà en solo. Hein. Non. Ah ouais. Ok, affoy. Donc voilà, c'est comme ça que je les ai croisés les deux. Hein. Puis à partir de là, on a bossé sur la mixtape Fire Teddy 1. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à évoluer. Puis au final, on s'est mis à 3 puisque genre en studio, ça matchait bien. On arrivait bien à développer les morceaux de chacun, tu vois. Donc on s'est dit pourquoi pas faire le groupe. Après moi, quand on a fait le groupe, moi personnellement dans mon expérience, ça m'a vraiment entraîné à poser en studio, être efficace, connaître, tu vois, les trucs et astuces pour bien poser, pour faire des bonnes structures, tout ça, tu vois. Donc, voilà, en somme. Après ça, Arafat, du coup, bon, même si tu as raconté la story plusieurs fois, mais moi sur mon plateau, c'est la première fois que tu l'as raconté. Donc, on rebobine. Arafat, comment tu le rencontres, comment vous travaillez ensemble, surtout comment il a posé le son, Dieu, pourquoi il me rappelle, j'ai le trou sur le... Patata, mouvement Patata. Comment ça se fait? En fait, Arafat, il produisait à l'époque un rappeur du blast de Terelli. Il produisait Terelli? Oui. J'étais pas au courant. Mais il a produit genre sur une courte durée, quoi. Et c'est au moment où il a commencé à produire Terelli qu'il a écouté les prods que je faisais pour Terelli à l'époque. Et genre, j'avais fait une prod pour Terelli qui était pour la canne. Genre, la chanson s'appelait Yaya Touré. Tu vois? Ouais, la chanson s'appelait Yaya Touré. Je pense que ça sortait sur YouTube. Et quand Yoro a écouté ça, il lui a dit, ah, mais ton beatmaker, là, genre, fais-le venir, genre, j'ai le croisé parce que j'aime bien la prod. Bon, ça a tourné, lui, il oubliait, après, rentré ici, sorti là-bas. Surtout que, bon, à ce moment-là, il n'avait pas trop le temps, hein. Non, c'est pas Yoro qui oubliait, c'est plus Terelli qui oubliait. Ah, ok. C'est plus Terelli qui faisait que ça traînait, en fait, tu vois. Et genre, je sais plus ce qui s'est passé, mais Yoro a vraiment pris les choses en main pour me dire, de passer directement chez lui. Parce que genre, le truc c'était de venir avec Terelli, mais comme ça se faisait pas, je sais plus vraiment comment ça s'est fait, mais genre il m'avait dit de passer chez lui directement. Et comme il a Angré pas trop loin du studio, moi je suis allé chez lui, tu vois. Je suis arrivé là-bas, on s'est croisés dans sa chambre. Dans sa chambre, il avait son matériel et tout. Donc on a plus discuté là-bas ce jour-là que bossé, tu vois. Et après on s'est donné rendez-vous au studio. Entre ce jour-là et le rendez-vous qu'on s'était donné, je lui ai envoyé des prods. Donc, je lui ai envoyé plein de prods. Je lui ai envoyé la prod de Patata, là, avec des prods trap et tout. Il a posé sur des trucs trap. Et puis, quand je lui ai envoyé la prod de Patata, il n'avait pas réagi au début, genre. Ça fait que la prod, là, moi, j'avais donné ça à Fire. Tu vois. Ah, ok. Donc, tu vois, lui, Fire, il aimait bien la prod. Et le jour où on devait faire le rendez-vous avec... Je me demande, ça allait donner quoi si Fireman avait posé dessus. Je sais pas. Et genre, le jour où on s'est donné rendez-vous avec Arafat au studio, avant qu'il vienne, nous, on bossait sur la prod, là, de Patata. Ok. Fire, tu vois, il écrivait. Et genre, quand il est arrivé... il a chassé Fire. Il l'a pas chassé, mais je dis, quand il est arrivé, qu'il a entendu la prod, il dit, il pose dessus. Il dit, ah, vieux, c'est pas ce que tu avais dit. Il dit, ben, maintenant, il pose sur ça. Donc, il a commencé à développer un peu dessus, poser. Et puis, ça a donné le Patata, hein. En tout cas, avec la phrase que les go aiment, là. Ouais, si. Donc, du coup, après Arafat,
vous sortez le projet, fait pas après, c'est dans la même rengaine que tu as encore avec Saba, vous sortez le projet Sofa Saba. C'est ça, non, si je me trompe. Éléphant, pas de défense. On sort défense après avoir sorti Cercle Noir. Ah oui, c'est vrai. Tu vois. Désolé les gars, c'est la fatigue. Me perds dans mes... Ouais. Donc, le projet Défense, la majorité, c'est un projet vraiment qui rassemble, où il y a beaucoup d'artistes. Donc, l'idée, ça venait de qui? De vraiment mettre beaucoup de personnes là-dessus? Ça venait de nous tous, hein, de base, tu vois. Mais le problème, c'est que nous, on était un peu au milieu de tous les artistes là, à ce moment-là. C'est-à-dire que, parce que, genre, faut savoir que on se connaît tous, hein. C'est pas parce que, genre, on s'affiche pas forcément sur les réseaux que on se connaît pas, on se connaît tous. Mais le problème, c'est que à l'époque, il y avait pas autant une cohésion que maintenant, tu vois, où n'importe qui peut se lever pour faire un feat avec n'importe qui. Donc, au début, on voulait faire le projet, mais on voulait pas s'inclure dedans. Ok. Tu vois. Et quand on en parlait, ben, chacun disait non, moi je rappelle lui là, tout. Les problèmes de voilà, d'égo. Donc c'est ça. Moi j'ai dit aux gars, que si on fait un projet puis on les met dedans comme ça là, ils vont pas accepter. Mais si on se met dessus et qu'on dit fais un feat avec nous et qu'il y a telle personne, ils ne pourront pas parler. Tu vois. Donc c'est ce qu'on a fait. Beaucoup sont venus poser, d'autres n'ont pas posé. Et on a sorti le truc comme ça. Maintenant le premier single du truc, c'était avec Ezamafort, Bemus Carter et Chinois, Apocalypse. 2 fois ton s'arrête tonton. Le titre c'est Papa Polo. Voilà. Et voilà, hein, ça a fait ce que ça a fait, mais après on n'a pas pu faire la promo comme il fallait parce que c'est au moment où on sortait ça, moi je devais bouger sur Paris, tout ça. Et puis ça a coïncidé au fait qu'on s'est séparés, tout ça. Donc du coup, même en parlant, on va rentrer dans l'épisode de la séparation, de savoir pourquoi vous êtes séparés. Bon, on s'est séparés parce que quand tu enlèves un sur Saba, ça fait plus Saba, tu vois. Moi, ça fait plus 3. Voilà, tu vois, moi je devais bouger même sur Paris, tu vois. Parce que ma femme est enceinte, tout ça. Je devais venir pour rester ici, pour gérer, pour vivre la vie, tu vois. Ça fait que, bon, ça a cassé la dynamique du truc. Et donc, bon, on a préféré se séparer comme ça, quoi, tu vois. Mais ça n'a pas empêché que on continue de bosser ensemble, tu vois. Moi, quand je revenais, je bosse que chez Hypercut, tu vois. À part si on m'invite dans d'autres studios qu'on met de base, c'est chez Hypercut, je barre. Fire, pareil. Bon, un peu moins parce qu'il avait eu un autre studio, mais on bosse toujours ensemble, tu vois. Tranquillement. Ok, donc du coup, tu viens ici, tu fais ton bout de chemin et tu tombes sur Taïk. Tu collabores avec Taïk. Comment ça se fait? Comment la collaboration avec Taïk se fait? Bon, déjà, je signe en édition avec Barack Adama, dans sa boîte d'édition. C'est ce qui fait que je me rapproche de Taïk, vu que c'est de lui qu'on parle. Et après lui, Taïk, c'était pas dès le départ comme ça que c'était easy pour moi de bosser avec lui, tu vois, parce qu'il avait déjà son beatmaker attitré, qui est Nyadiko, qui est ivoirien même d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, on n'est pas tout, hein. Et c'est lui qui a fait tous les hits de Taïk, là, c'est lui. Enfin, pratiquement tout. Et au début, genre, on bossait ici, là, tu vois, dans le même, si on se croise, tout. Ouais, on doit faire du son, ouais, on va faire, ouais. Et c'est une fois, c'était le Ramadan. Et comme la majorité des gars du studio, c'est des musulmans, là. Donc, quand c'est le Ramadan, ils viennent pas au studio. Or, lui, il aimait bien traîner au studio. Et des fois, il vient au studio, il y a personne. Mais il est là. Tu vois. Et le jour où il est venu au studio, moi, ce jour-là, j'étais là. En train de barre, tu vois. Il dit, BI, c'est comment? Ouais, on est calé. Il dit, mais, tu fais quoi? Tu bosses? Il dit, ouais. Il dit, lui, il a envie de bosser, mais il y a personne. C'est comment? Il dit, vas-y, allons. Tu vois. C'est dans ça, on s'est posé dans le studio qui est à côté, là. Et puis, on a commencé à faire du son un peu. Et puis, c'est dans ça que beaucoup de titres qu'on a fait sont sortis. Donc, vous faites, et ensuite, tu produis le titre I Love You. Ouais, mais ça, c'est bien après, hein. Bien après. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai accéléré en même temps. Donc, le titre I Love You. Déjà, moi, quand j'ai écouté la première fois, j'ai pensé directement Zouglou. Direct, c'est venu. Donc, c'est quoi l'inspiration? Est-ce que tu t'es inspiré d'un son Zouglou pour faire la prod? Ou c'est que les rythmiques? Si je me trompe pas, je crois que c'est 4/4. Non, je me suis pas inspiré d'un son en particulier. On a fait la prod
On l'a fait. Je pensais, parce que moi, quand j'ai écouté, dans ma tête, j'ai chanté La vie de Yodé Siro. En fait, le truc, c'est les accords, ils font beaucoup Zouglou et la façon dont ils chantent dessus. Sinon, là, quand tu écoutes bien, si tu enlèves les voix et tout, il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien de vraiment Zouglou. Maintenant, c'est la façon dont ils posent dessus et les références qu'ils mettent, genre les mots qu'ils ont mis, très ivoiriens. Parce qu'en vrai, sur l'écriture, ils ont bossé à bout de bang. Et c'est Abou de Ben qui a vraiment influencé l'écriture du titre, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça a cette tonalité Zouglou-là. Après, avant que Abou mette sa main dans les lyriques, Tac avait déjà trouvé le refrain, genre, I love you, là. Il avait déjà trouvé ça. Donc, c'est un truc qui date de 2021, je pensais. Le son? Oui. Le son? Ouais. Ça date de 2021. Et ils ont sorti ça 3 ans après. Ouais. Ça date de 2021. En fait, quand on avait fini, là, il me disait que le son, là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Je dis, ouais. Mais moi, bref, tu vois, un peu. C'est lourd, mais vas-y, tu termines le son, on va aller, tu vois. Et c'est en 2022, oui, en 2022, quand je partais à Abidjan, qu'on me dit, BI, envoie les pistes du truc, là, que ils vont poser, c'est pas un petit son. Je dis, ok. Donc, j'envoie les pistes. Tu vois, non? J'ai envoyé les pistes, ils ont bas sur le truc. Et puis, quelques semaines après, j'étais encore à Abidjan, un baraque m'appelle pour me dire, le son que vous avez fait là, pas de la rigolade. Il dit, quel son? I love you. Et ça, tu n'as pas fait écouter. Non, il m'a pas envoyé, tu vois. Et après, maintenant, il m'a envoyé, j'ai écouté, je dis, Et genre, les gars disaient trop que non, ce son-là, ça, c'est un son qui est fort. Mais moi, je me disais, bon, vas-y, quoi, genre, ils vont envoyer, tu vois. Et au final, ils ont envoyé, ça a fait ce que ça a fait. Ça a donné. Sinon, très, très gros son. Et du coup, bon, on va avancer encore. Tu as passé sur le space des Dénigrants. Du coup, Charlotte au vieux père. Voilà, j'espère que vous allez bien. Tu es passé sur le space des Dénigrants. Et ils t'ont demandé pourquoi tu ne proposes pas ta musique. Donc, tu nous sors Achiki, qui est de la trappe des Cali. Le PRSP. Vraiment respect. Donc par rapport à ça, je suppose qu'il y aura un projet qui va sortir, qui sera de la même gamme. Bien sûr. Tu vas nous expliquer un peu ce projet, je réfléchis encore, mais je vais envoyer beaucoup de trappes décalées à la chaîne, tu vois, parce que effectivement, genre quand les gars disaient que pourquoi tu n'envoies pas tes sons, je pense que mon ascension en France ici, ça a eu beaucoup de bons points pour moi, mais ça a eu un mauvais point qui est le fait de un peu comment dire ça, me conformiser, genre, je sais pas si ça se dit, tu vois, rentrer dans les cases. Dans les cases de la musique qui dit. Parce que ici, ça demande beaucoup de rentrer dans des cases, tu vois, genre, on te laisse pas trop faire ce que tu veux. Ouais, c'est vrai, quand tu fais ta musique pour les gens, on va dire d'Occident, t'es obligé de un peu diluer le son, le rendre moins roots. Voilà, diluer plein de trucs. Bon, si tu veux être dans l'afro, mais tu es obligé de, tu vois, de diluer des trucs, de mettre en avant certaines choses, d'enlever certaines choses, tu vois. Et ça m'a beaucoup bloqué, genre, quand je venais ici, tu vois, parce que moi, mon truc, c'est vraiment partir sur des idées un peu folles, des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, alors qu'ici, les gens, ils sont pas ouverts à ça, en fait. C'est ça qui est chiant, tu vois. Ou tu le fais seul, ça pète, et puis genre tout le monde te suit, mais proposer ça aux gens, non man, tu vois. Ça fait que ça a influencé ma manière de composer pendant un bon moment. Et en vrai de vrai, quand les gars m'ont posé cette question, ça m'a fait me dire, mais en vrai, ils ont raison, tu vois. Et j'ai pas mal de sons un peu dans mon délire, tu vois, mais que j'en voyais pas, parce que... Tu te disais, bon. Tu vois, mais c'est fini. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Ah ok, t'as qu'une seule parole à dire. J'ai qu'une seule parole à dire. En plus de ça, je crois la dernière fois, quand on a tourné et malheureusement on n'a pas posté, tu nous as parlé d'un projet qui va rassembler la plupart des artistes ivoiriens. Les auditeurs te regardent, le peuple te regarde. Oui, non, j'ai un projet qui arrive, qui va rassembler beaucoup d'artistes ivoiriens, que ce soit des Ivoiriens de la diaspora ou des Ivoiriens d'Abidjan. Tu vois, et le premier titre sort bientôt, mais j'ai pas trop envie de trop dévoiler, sinon ça va gâcher la surprise. Voilà. Bon, un petit indice au moins de qui sera dessus. Faut chercher même un indice loin, même nous on réfléchit. Un indice pas trop fort. Il fait partie des meilleurs artistes ivoiriens.
Oh, le père. C'est trop Bon, il facile. fait partie des meilleurs artistes ivoiriens de cette génération. Là, j'ai bien restreint. De Si cette je dis meilleur artiste ivoirien, tu peux penser à Mewé, qu'on sort. Ouais, de notre on peut aller génération. loin. De notre génération, là, il fait partie des meilleurs. Ok. Ok. En tout cas, si vous pensez à quelqu'un, mettez en commentaire, on débat, on voit c'est qui. Moi, mon idée, mais c'est bien fait ma bouche. Moi, je vais te poser une question. Là, actuellement, le rap ivoire, ça connaît quand même une émulation. Je sais pas si c'est ça. Si je me suis trompé, Lauriane va venir mettre en commentaire que ce n'est pas ça. Il a sans venir. Tout ce mouvement qu'il y a autour du rap ivoire, toi, tu vois ça comment? Que ça soit par rapport aux médias, par rapport aux artistes, les petites guéguerres qu'il y a entre eux. Toi, comment tu vois ton avis en général, même sur... Non, je trouve que c'est bien, ouais. Je trouve que c'est bien dans le sens où ça rend le rap ivoire intéressant déjà pour commencer, et puis ça rend ça un peu hermétique. C'est un peu à contresens ce que je vais dire. Ça fait que quand tu t'intéresses au rap ivoire, tu es obligé de t'intéresser à tout, genre pour comprendre. C'est-à-dire que les guéguerres qui sont au milieu là, ça a commencé quelque part, tu vois. Si tu veux juste arrêter au fait que lui là, on dit n'aime pas lui là, c'est pas intéressant. Même quand tu regardes le rap américain, que tu vois que il y a clash entre Kendrick et Drake, tu vas vouloir chercher, mais pourquoi c'est... Ouais, où ça a commencé? Et ben, ça crée ce truc-là, qui est intéressant, tu vois. Et c'est pas des petits rappeurs du quartier qui s'aiment pas, c'est genre des têtes. Oui. Et genre, ça rend le truc intéressant, franchement. Moi, j'aime bien. Maintenant, en termes de les médias et tout, il y a beaucoup de médias qui font des efforts. T'as d'autres qui restent dans le format un peu classique, inutile, de juste poster des photos d'artistes ou bien des vidéos d'artistes. Ou bien pour avoir d'autres vies, ils posent des photos de cuit. C'est nul. Moi, j'aime pas, tu vois. Ça, je valide même pas à ceux-là. J'ai même pas envie de parler, même de dire leur nom pour leur donner de la force, tu vois. Je préfère ceux qui essayent d'intellectualiser le truc. C'est-à-dire que, genre, pendant longtemps, on disait, ouais, quand Côte d'Ivoire, les gars, ils aiment pas tout ce qui est intellectuel. C'est faux, man. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien quand on parle de la musique de chez nous, mais qu'on arrive à faire comprendre certaines choses. Les gens, ils kiffent. C'est genre ça dépend de comment tu expliques et genre comment tu mets en avant, tu vois. Selon toi, dans 5 ans, est-ce qu'on pourra, bon, je pense que moi déjà c'est mon cas, est-ce qu'on pourra concurrencer ou même dépasser la France actuellement? Parce que en soi, pour moi, je trouve pas qu'ils proposent quelque chose de nouveau, à part quelques personnes qui sortent du lot, Jola Green, La Mano, et les gars qui sont vraiment underground, genre Dahomey, Gino Ebe, etc., etc. Est-ce que tu trouves que à partir d'un moment, on pourra les concurrencer en vrai, en termes de musique, parce que bon, industrie, on a vraiment beaucoup de choses. Industrie, on a beaucoup de choses à faire, mais en termes de musique, ça vient. Je pense que 5 ans, c'est loin, man. D'ici 3 ans. Après, les dépasser, ça dépend de... Qu'est-ce que tu entends par les dépasser, tu vois? Non, pas les dépasser, mais au moins être, bon, pas pratiquement au même niveau, mais les concurrencer, les inquiéter. Ouais, non, ça... Mais bon, ça, je pense que ça a déjà commencé en vrai. Ça a déjà commencé, tu vois, parce que je dis... Après, le truc, c'est que... faut juste que beaucoup plus d'artistes acceptent de faire de la musique ivoirienne, en fait. Parce que, tu vois, il y a... Comment ça? Il y a beaucoup tu vois, il y a beaucoup de rappeurs ivoiriens. Il y a moins de rappeurs ivoiriens qui rappent en français, genre argot français et tout. Il y en a beaucoup moins, tu vois. Mais il faut que ce soit uniforme, genre. Il faut que, genre, vraiment, le nouchi, l'argot ivoirien, soit beaucoup plus utilisé et que il soit beaucoup plus incorporé dans d'autres styles de musique. Okay. Je pense, personnellement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que on sait qu'on parle nouchi dans la drill, on parle nouchi sur la trappe. C'est des sons qui sont assez durs, quoi. Pas forcément durs. Qui font nouchi. Pas forcément, oui. La majorité des trucs, c'est des sons un peu durs, tu vois. Mais qu'on puisse parler nouchi dans un son vraiment love, par exemple. Genre, tu puisses entendre un son peut-être, R&B, mais en nouchi carrément, tu vois. Ouais. Ou bien, tu vois, ce genre de trucs là posés. Ok, genre un peu comme la vibes que Ameka serait en train d'envoyer, là. Oui, bien sûr. Okay. Tu vois, un peu cette vibe-là. Mais en plus, parce que tu vois, eux là, je vais pas tirer sur eux, mais ceux-là. Les moraux de Yopougon. Oui, les gars de Yopougon, et puis même les gars de Maïmouna.
Ils chantent en français ivoirien, genre en Nushi, mais c'est pas tous des gros chanteurs, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Faut pas qu'on se mente, genre ils font la mélo, c'est chic, voilà. Mais c'est pas... Bon, tu devrais se mettre en ma question. J'allais parler du côté live des Ils font la mélo, tout c'est bien, Mhm. mais il y a pas beaucoup de performeurs dedans comme des José, comme des Mix, comme des qui encore même. En tout cas comme ceux-là, tu vois. Ouais. Mais ceux-là, ils chantent pas en Nushi. C'est-à-dire que quand tu vois un Mix là, tu vois une José, ça dépend des sons, tu vois. Mix, José, il y a quel chanteur à voix encore à Abidjan? Roseline Nayo. Roselyne Layo encore, c'est un autre truc. Ouais. C'est autre chose, tu vois. Mais quand on veut rester dans l'urbain là, il y a beaucoup. Diane. Diane, oui, maintenant oui. Mais tu vois, il y a beaucoup qui chantent pas, genre qui sont talentueux, qui ont la voix, mais qui chantent pas en Nushi. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si avoir une belle voix et chanter en Nushi, c'est comme si C'est bizarre. c'est bizarre. Alors que non, ça devait pas l'être. Tu vois, si on veut vraiment respecter le Nushi comme notre argot à nous, bien comme notre langue, on devait pouvoir l'utiliser dans n'importe quel type de chanson, comme les Antillais utilisent le créole dans tous les sons. Ils font des chansons d'amour, des classiques, des chansons d'amour français. Des fois, c'est un truc. Ouais, sans Et c'est ça qu'il faut pouvoir faire, tu vois. Ok, mais après, est-ce que ce n'est pas le fait que nous, les jeunes, on a un niveau de Nushi qui est A2? Enfin, si on prend l'échelle que les gars, ils utilisent A2. C'est-à-dire, quand tu écoutes les RAS comme ça, ils ont un niveau de Nushi qui est vraiment poussé. Ouais. Ils ont des trucs, même souvent, tu écoutes, tu comprends pas. Mais nous, on reste dans un Nushi assez basique, assez, on va dire, assez light, qui fait que c'est pas toutes les paroles que tu vas vraiment placer ça en Nushi. Pas comme les RAS qui te faisaient un son comme de Nash, là. Comme Nash, ils te faisaient c'est que du Nushi. Non, mais après, eux là. Bon, après, tu sais, moi, quand j'étais petit, mon vieux m'avait donné un livre d'un de ses collègues, parce que mon vieux, il est dans la linguistique, tu vois. Un de ses collègues qui étudiait le Nushi. Et depuis que j'ai lu ce livre-là, moi, dans ma tête, j'ai fait la différenciation entre le Nushi et le français ivoirien. Le français ivoirien, c'est ce qu'on parle, avec des mots, et tout, les intonations, tout. Mais le Nushi, c'est ce qui est compliqué, là. Avec les mots, d'une manière bien complexe. Tu peux faire une phrase en Nushi, il n'y a pas de mots français dedans, tu vois, un peu. Ouais, comme tout le monde, quand la montagne, la main, quand il parle, là. Tout le monde n'est pas forcément... Et Julien Gualou. Voilà, tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça. Mais c'est quand même l'influence Nushi qui est là. Et ce qu'on a là, c'est ça qu'il faut mettre dans les sons. Ok. Les gars de Maïmouna, ils font déjà ça, tu vois. Ils font déjà ça, c'est intéressant. Les rappeurs ivoiriens font déjà ça. Tu vois, quand un Imra, tu écoutes ses sons, toutes les refs, c'est français. Voilà, c'est une fois que tu as grandi en Côte d'Ivoire, tu comprends tout. Tu comprends tout. Tu vois. Et c'est ça là qu'il faut pouvoir exporter ici. Parce que ici, là, les gars sont trop fans de ça, là. Tu vois. Ils sont trop sans, et genre. En plus, le fait que tu vois que certains mots comme gourmet. Ouais, ça arrive ici. Ça commence. Tu vois, parce que je dis. Ouais. Les gars sont trop fans de ça. Ça fait que, si tu viens, regarde, par exemple, un gars comme Jeune Lion, son titre qui a pop en France ici. Oui, c'est pas en français, frère. C'est-à-dire, même, il y a des mots dedans, moi, je ne comprenais pas, mais man, les gars chantent ici, on dirait, ils comprennent ce qu'ils disent. Putain, ils comprennent rien. Tu vois? Mais c'est ça, c'est avec ça qu'il faut venir. C'est ça le truc. Donc, en même temps, ça va faire une petite aparté, ça n'a rien à voir avec la musique. Donc, ça sera un petit truc pour terminer. Sur Twitter, il y a eu un débat. Il y a une personne qui a balancé une question comme ça. Si nous, on devait choisir une langue nationale pour placer, ça serait laquelle? Moi, personnellement, j'ai dit le Nushi. Parce que c'est le seul truc où on peut retrouver la majorité de nos langues et il n'y a pas quelqu'un qui va venir se dire ça c'est Baoulé, ça c'est ton, parce qu'on se retrouve tout dedans. Donc moi je te pose la question, selon toi, du coup ça rejoint la musique, ce qu'on se disait derrière. Pour toi, est-ce que le Nushi ça peut être une bonne initiative pour créer ce truc de unité nationale, même si on l'a déjà sans la langue? Je pense oui, mais il faut réglementer un peu, genre, parce que... La structurer. Voilà, parce que le Nushi est trop... Ça évolue trop vite. Tu vois, chaque année, tu as 50 nouveaux mots qui apparaissent, tu vois, parce que je dis... Ouais, déjà, même le mois dernier, il y a un nouveau mot pour venir dire que c'est joli, on dit ça sort. Oui, ça sort, par exemple, tu vois. Il faut pouvoir, pas restreindre, empêcher que ça se développe, mais des mots bien structurés et compréhensibles par tout le monde. Parce que faut comprendre aussi que tu as des Nushi qui changent en fonction de
la ville où tu es, la commune où tu es. C'est vrai, le Nushi de Yopougon, c'est pas le même que Adjamé, c'est pas le même qu'on parle à Cocody. C'est pas pareil que Nushi de Cocody, tu vois. Donc, il faut pouvoir vraiment réglementer ça, tu vois. Mais il faut que les gens s'y intéressent. Si l'éducation nationale, ils s'y intéressent pas, ou bien ils trouvent que, que c'est trop un langage de rue, ouais. Qu'ils laissent couler, mais c'est pas un langage de rue. Genre, t'as des grandes entreprises qui font des publicités avec ça. Avec le Nushi. Donc, c'est pas forcément même des gens même payent pour pouvoir apprendre ça lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire. Et puis, genre, même, avec la canne et tout, genre, ça a vraiment contribué, genre, à l'essor même j'ai envie de dire du soft power ivoirien. Aujourd'hui, on parle de ça, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles il faut pas cracher, man. Il faut vraiment mettre ça en avant. Les Anglais nous ont vendu le slang, genre. Leur anglais, là. Ouais. On a avalé, frère. Mais, yo, tu vois. Les Nigérians le font avec le pidgin. Pourquoi, genre, il faut qu'on débatte encore, frère. Non. Moi, je pense que c'est une initiative, si on va vers ça, c'est bon. Donc du coup les gars, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci le père de m'avoir reçu. Merci. En tout cas, c'est un gros move. Merci beaucoup. Et un dernier mot. En tout cas, suivez les émissions de Pabelo parce que c'est très intéressant, c'est très enrichissant, c'est très nourrissant. Suivez ça, il va envoyer plein de vidéos comme ça. Et c'est pour la culture, les gars. Donc les gars, on se retrouve prochainement pour un prochain numéro. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Instagram, je suis beaucoup sur X, ancien Twitter, YouTube aussi, TikTok, je suis partout. Et on se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et puis c'est mon anniversaire. Bisous.